On va essayer comme ça. Madame la députée, mille merci d'être avec nous. Il y a 2 mois de ça, on s'était rencontrés pour vous présenter l'initiative de certains clusters qui interviennent dans le domaine de la logistique des transports et vous nous aviez réservé un accueil, j'allais dire tout à fait chaleureux, en tout cas une écoute très attentive sur l'initiative que les initiatives que portent ces clusters pour accompagner le Green Deal européen. On voulait, et mille merci de nous accueillir à nouveau, on voulait vous proposer un nouveau temps d'échange. On est 2 mois après cette première rencontre pour évoquer cette question de la place de la mobilité propre dans le plan de relance européen. On imagine bien qu'en 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses au niveau du Parlement européen, de la Commission et dans les échanges que vous avez avec les États membres. Donc l'idée pour nous, c'est à travers de nouveaux témoignages de pôles, et notamment l'Interpôle Transport Mobilité alors vous avez reçu par email les slides qui vous ont été proposés en amont. Donc un Interpôle qui fédère plusieurs pôles de compétitivité, le pôle Para, le pôle ID4Car, le pôle Moveo, le pôle véhicules du futur, Novalog, et aussi au-delà des pôles transport et quelques pôles énergie qui évidemment interagissent beaucoup avec le sujet l'idée à travers cet échange, c'est bien sûr de vous proposer des exemples de projets industriels innovants dont l'ambition c'est de participer au plan de relance vert européen. Mais c'est aussi bien sûr de recueillir votre avis et de vous entendre sur les priorités du Green Deal, notamment pour la commission de transport et tourisme que vous présidez. Alors, j'espère que le dit nous introduire, vous souhaitez réagir et présenter peut-être les grands axes de priorité du Green Deal pour la commission transport et tourisme, pardon. Avec plaisir. Vous m'entendez, non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, vous pouvez y aller. Très bien. Merci pour cette invitation et cette nouvelle rencontre. J'espère que durant ces 2 mois, tout le monde va bien. Les conditions techniques et technologiques ne me permettent pas de vous voir en visu parce que moi, je travaille avec un ordinateur qui est configuré par le Parlement européen qui ne permet pas de télécharger certaines choses. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le Parlement. Et donc voilà. Cela étant dit, bien sûr qu'il faut qu'on se parle et qu'on ait un véritable regard sur ce fameux Green Deal. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez, suite à la polycrise que nous vivons, alors moi je dis polycrise parce que cette crise que nous vivons attaque aussi bien le volet économique que le volet écologique, que le volet social et que le volet sanitaire. Et il est vrai que c'est dans notre devoir en tant que législateur de devoir y répondre très vite sans attendre. Et vous le savez très bien que le secteur des transports a évidemment joué un rôle clé dans cette nécessité de transition, mais c'est le secteur qui a vu ses émissions de gaz à effet de serre s'accroître au cours des 30 dernières années et qui aujourd'hui prennent 30%, ce qui est énorme. Le Green Deal nous impose des objectifs très, je ne vais pas dire très contraignants, mais il y a des objectifs. D'ici 2030, nous devons réduire de 55% de CO2 et rentrer dans un paradigme qui s'appelle la neutralité carbone pour 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce changement de paradigme dans le secteur des transports, mais aussi dans le tourisme, vont être à réinventer. Ces mutations, elles passent entre autres, notamment sur le secteur de la place autour de l'automobile. On est en train de voir aussi, par le développement du train, on regarde ce qui est en train de se passer partout en Europe, c'est la question de l'aviation remplacée sur certains trajets par le train, mais aussi la relance du train de nuit. Là, c'est une belle bataille qu'on gagne sur la relance du ferroviaire ou encore
sur l'utilisation notamment d'une réécriture dans l'aviation de ce qu'on appelle les flux, les optimisations de flux dans l'aviation, qui pour moi seront très importants. Et ensuite, il y aura tout le volet sur le secteur, notamment maritime et fluvial. Ce sont des axes très forts, très clés, qui sont très techniques, c'est vrai, mais qui nous enclenchent une dynamique qui doit être une dynamique sérieuse. Pourquoi je dis ça? Parce que parallèlement à ce qu'on voit après Covid, il y a des secteurs qui sont très, très impactés. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé les entreprises, notamment d'abord sur le fret ferroviaire, puisque nous avons lancé une déclaration, une nouvelle coalition de toutes les entreprises du ferroviaire en Europe pour atteindre l'objectif qui sera inscrit, j'espère, demain dans le Green Deal sur 30% de fret d'ici 2030. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième initiative que j'ai faite, c'est notamment dans le plan de relance, nous ne devons pas oublier les transports publics qui, aujourd'hui, quand on regarde les liquidités, etc., c'est les transports qui sont les plus utilisés et qui seront le plus impactés. Donc ça a été fait durant 2 mois et c'est un objectif. Donc ça, c'est la coalition qu'on appelle la coalition transport public. Troisième grand volet sur lequel je travaille, j'ai lancé il y a 15 jours ce que j'appelle le Forum européen de la transformation de l'industrie automobile, où il y a les acteurs des constructeurs automobiles, les ONG environnementales, les syndicats, les prospectivistes, les innovateurs, etc. Le but est très simple, c'est que tous les 15 jours, nous avons une réunion sur un sujet bien déterminé, que ce soit le volet social sur la formation des salariés, ça peut être là, après, on va travailler sur le mix énergétique, notamment comment on va travailler sur l'hydrogène, comment on va faire réellement d'électrique, comment on fait d'électrique, notamment ces voitures, si on ne repense pas à l'économie circulaire, etc. La question des financements, bon, voilà. Sur plusieurs sujets, j'ai enclenché ce que moi j'appelle des grands chantiers. Un des chantiers aussi qui, pour moi, est plus que nécessaire, c'est le chantier du maritime. Je vous l'avais dit, moi je suis rapporteur au sein du Parlement européen en tant que présidente de la décarbonisation de l'ensemble du secteur maritime, qui vient à toucher aussi bien juste le fluvial que des grandes mers. Hein. C'est l'ensemble des lignes maritimes. Et donc, c'est toute l'industrie du maritime qui sera revue dans ce Green Deal, avec une obligation notamment de revoir cette économie de la mer, pas seulement. Hein, le secteur maritime vient toucher également ce qu'on appelle notamment une nouvelle politique industrielle qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train de mettre en œuvre, puisque demain les grands bateaux, notamment avec des fuels lourds ou du soufre, seront remplacés, donc, ou alors seront transformés. Vous voyez, ce sont des chantiers qui sont colossaux, mais qui demandent beaucoup d'investissement, mais surtout des réponses très concrètes. Donc, je suis très contente de partager avec vous aujourd'hui ce questionnement. Et je n'aborde pas tout de suite la question du tourisme parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais n'oublions pas le tourisme qui a un impact incroyable. On le voit à la veille des vacances. C'est la première économie européenne, c'est près de 10% du PIB, c'est 27 millions d'emplois. Et là, le choc va être sans précédent. Et donc, à partir de septembre, avec le commissaire Breton, nous allons lancer le Forum européen du tourisme local et durable. Et donc, il va falloir aussi dessiner une nouvelle feuille de route pour ce tourisme de demain. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup, Madame la députée. Avec grand plaisir pour parler tourisme à une autre occasion, non seulement avec des clusters qui interagissent directement sur le sujet du tourisme, mais plein d'autres acteurs qui sont évidemment concernés. On a dans la communauté des clusters et des pôles des personnes qui pourraient être des interlocuteurs intéressants pour interagir avec vous. L'idée aujourd'hui est jusqu'à 15h30. Si vous avez 5 minutes, peut-être au-delà de 15h30, on sera peut-être amené à déborder un tout petit peu au regard du retard qu'on a pris pour démarrer, mais on voudrait, à travers plusieurs exemples de projets industriels portés par des pôles, et notamment l'Interpôle Transport Mobilité qui va vous être présenté à l'instant. L'idée, c'est évidemment que
on puisse insister auprès de vous, comme on le fait auprès de la Commission et auprès évidemment de l'État français, du gouvernement, montrer la riche contribution que peut avoir l'acteur cluster, l'acteur pôle, pour accompagner les ambitions que vous vous fixez. Et je pense que pour le coup, vu qu'on a pris un peu de retard et puis comme on avait déjà eu l'occasion auprès de madame Delhi de lui présenter il y a 2 mois de ça, ce qu'était, cette dynamique cluster, on va passer sur ma présentation. Je me permets juste de rappeler à votre attention, madame la députée, que on inscrit aussi, nous, notre intervention auprès de vous dans une initiative qu'avec la Commission et notamment la DG GROW, nous avons mené de créer une alliance européenne des clusters qui aujourd'hui pèse un peu plus de 500 000 entreprises et 130 millions d'emplois qui sont concernés par la dynamique et par les actions, les projets industriels innovants que portent les pôles et les clusters. Et donc, voilà, donc je voulais juste attirer l'attention là-dessus. Et peut-être, slide suivant, je voudrais passer très vite la parole à Mathilde Cadic, qui, représentante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, va pouvoir vous parler des actions de la région à Bruxelles en faveur du transport durable. Est-ce que Mathilde, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Merci beaucoup de me passer la parole. Bonjour Madame Delhi, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je suis, comme vous le disiez, représentante pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles sur les thématiques transport et énergie, et notamment co-animatrice du groupe de travail transport des régions françaises à Bruxelles. Et dans ce cadre-là, nous avions envie, avec les autres régions présentes à Bruxelles, de vous donner un panorama très rapide des actions que l'on peut faire pour soutenir les actions des régions dans le cadre des transports et des priorités que l'on suit à Bruxelles sur les transports. Donc, nous avons, comme vous savez, donc toutes les régions françaises ont un bureau à Bruxelles et la thématique des transports est une thématique qui est très suivie par les bureaux. Nous avons souhaité coordonner l'action des régions à Bruxelles en créant des groupes de travail. Nous avons un groupe de travail transport et un autre groupe de travail recherche et innovation, entre autres. Et ces deux groupes rencontrent mensuellement, voire 2 fois par mois, des personnalités des institutions européennes ou des différents ministères français pour suivre l'actualité européenne et donner nos retours et mettre en valeur les priorités que peuvent avoir les régions sur soit la législation en cours, soit les différents appels à venir. Donc, concernant le groupe de travail transport, très rapidement, nous suivons l'ensemble, évidemment, des types de transport, du ferroviaire, le maritime, le fluvial, le routier et l'aéroportuaire. Nous suivons en ce moment de manière très précis les négociations dans le cadre de la prochaine programmation budgétaire et notamment concernant le mécanisme pour l'interconnexion. Nous sommes très attentifs aux différentes priorités que pourra soutenir ce dispositif. Nous suivons également de manière très fine l'évolution de la révision de la directive pour le RTET et le tracé du réseau, puisque, comme vous le savez, certaines régions françaises ne sont pas traversées par des corridors ou par certains. Et donc, c'est vraiment une question qui est très prégnante dans le cadre de notre groupe de travail. Et enfin, bien sûr, nous suivons l'ensemble des paquets mobilité et notamment les différentes problématiques liées aux compétences des régions. Concernant le groupe de travail recherche-innovation, bien sûr, le point qui est suivi le plus, c'est le volet, dans les transports, c'est le volet transport d'horizon 2020, avec un suivi particulier de la préparation du programme dans le cadre de la programmation 2021-2027 et l'évolution de la constitution des futurs partenariats, le FCHU, Clean Sky et d'autres partenariats.
Et comme vous le rappeliez en introduction, actuellement, nous sommes très attentifs notamment au plan de relance et comment seront pris en compte les sujets transport et mobilité durable dans le cadre de ce plan de relance. Un autre groupe de travail, un autre réseau dans lequel les régions françaises, les bureaux des régions sont très impliqués à Bruxelles, c'est, je pense que vous le connaissez, le réseau ERIN, qui regroupe les régions européennes qui sont le plus, qui ont comme priorité la recherche et l'innovation et qui souhaitent travailler entre elles pour soutenir les projets de recherche et d'innovation. Le groupe de travail transport d'ERIN est animé notamment par l'Île-de-France, par Françoise Gaspard. Donc voilà, je dirais, les collaborations que nous avons pu mettre en place à Bruxelles pour suivre de manière très assidue l'ensemble des évolutions législatives et des programmes. Je voulais également attirer votre attention dans la prochaine slide sur l'implication des régions dans la constitution de partenariats européens de Smart Specialization, notamment concernant la mobilité. Voilà, Madame Dely, je ne sais pas si vous suivez l'activité de ces partenariats. Ces partenariats qui sont donc labellisés par la Commission européenne permettent à des régions qui collaborent entre elles de faire en sorte que des projets qui seraient locaux puissent devenir européens par une collaboration avec différentes régions européennes et notamment en lien avec les différents pôles et clusters des territoires. Les régions françaises sont très investies dans 3 partenariats concernant la mobilité. Le partenariat qui s'appelle Hydrogen Valleys, qui compte 38 régions européennes et dont les leaders sont Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie, plus 2 autres régions européennes, mais concernant les françaises, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. Ce partenariat a comme objectif de valoriser le rôle des régions dans le soutien aux technologies hydrogènes, et également de créer des projets européens sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, permettant de faire en sorte que des projets à l'échelle européenne, des investissements à l'échelle européenne puissent voir le jour et soient financés par des programmes européens. À titre d'exemple, dans ce partenariat, nous avons un groupe de travail sur les cars longue distance à hydrogène qui est animé par la région PACA Sud, et un autre groupe de travail sur les ports et les navires à hydrogène qui est animé par le groupe de travail par la Bretagne. Il y a 2 autres partenariats où les régions françaises sont très investies. Le partenariat Safe and Sustainable Mobility qui est animé, qui a été créé par Île-de-France et Aragon, dont l'objectif est de relever les défis de la mobilité de demain en valorisant des PME innovantes de plusieurs territoires européens. Et enfin, le 3e partenariat qui travaille en faveur du soutien à la mobilité durable est le partenariat Advanced Materials for Battery, qui n'est pas piloté par une région française, mais où un certain nombre de régions françaises sont impliquées. Et l'objectif est de réussir à faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de valeur de construction des batteries puisse se réaliser en Europe et qu'il y ait un certain nombre de projets innovants sur les matériaux, sur les batteries qui puissent naître sur le territoire européen. D'accord, voilà. Très bien. Je suis allée très vite dans la présentation de ce que pouvaient faire les régions à Bruxelles, mais je pense qu'il était important qu'on puisse échanger dessus. Merci beaucoup. Bon. Merci à vous. Je peux réagir tout de suite à vos propos, comme ça on fait du bilatéral. C'est ça? Voilà, allez-y bon, volontiers. On attend. Non, allez-y, en faisant entre guillemets ramasser parce qu'on a un programme assez dense, mais au contraire, n'hésitez pas, c'est important. Oui, merci pour votre présentation et votre volonté justement de faire que les régions soient vraiment très associées parce que le volet transport est plus qu'aujourd'hui nécessaire sur ce volet territorial. Sur la question notamment des programmes, Horizon 2020, etc., et du plan de relance, on a un problème, et je ne vous le cache pas, on a un problème de négociation aujourd'hui sur le budget européen comme sur le plan de relance. C'est-à-dire que nous sommes à un moment où nous n'arrivons pas à boucler le budget européen,
puisque tout le monde dit qu'il faut augmenter le budget européen, donc il nous faut des ressources financières, les États membres ne sont pas d'accord. Et on a un plan de relance où le Parlement européen a demandé 2 000 milliards d'euros suite à la crise du coronavirus. Finalement, on a eu entre-temps un plan de M. Macron et Mme Merkel qui nous disent 500 milliards. Et la Commission dit, elle, ben non, finalement, on va mettre 750 milliards. Personne n'est d'accord sur les chiffres. Personne n'est d'accord aujourd'hui sur le fléchage de l'ensemble de ce fonds sur le plan de relance. On est toujours en négociation. Moi, ma volonté, elle est très simple. En tant que présidente, il nous faut des financements dignes de la situation pour la question des transports. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous parlez notamment de réfléchir sur la construction des batteries au niveau européen, etc. Ça, c'est le forum que j'ai monté notamment sur la transformation du secteur de l'automobile. Il y a beaucoup de choses à faire dedans, parce que le premier problème que nous avons, on va pas se mentir entre nous, c'est que les batteries, elles sont pas aujourd'hui construites en Europe. Elles sont construites en Chine. Donc, ça nous pose un vrai problème, notamment de politique industrielle. C'est comment nous allons revoir aussi toute la politique des matériaux, ce qui est très compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez notamment des PME et des startups. Moi, j'ai lancé ce qu'on appelle le prix européen des startups de la mobilité, ce qu'on appelle le EU Startup Prize for Mobility, qui cartonne partout en Europe. Les premiers dossiers, c'est un prix qui permet de faire émerger des startups partout en Europe sur des questions de mobilité, sachant que sur le panel des startups, 60% sont sur des secteurs transport, notamment mobilité en Europe. Hein, c'est énorme. J'ai lancé le prix, ça va faire sa 3e édition cette année, alors qu'il y a eu le Covid, etc. On s'était dit ça n'a pas marché. Au fait, c'est là où ça marche le mieux. On a ouvert le prix. On a déjà 800 startups partout en Europe qui ont des solutions incroyables. Le problème que nous avons, c'est véritablement de faire le lien entre ces startups et les régions, parce que au fait, vous avez raison. Le problème que moi j'ai, surtout en France, et je ne vais pas vous le cacher, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des coalitions de régions qui travaillent entre elles sur ces questions-là, c'est que les régions ne se parlent pas entre elles. Il y a plein de choses qui se passent très bien dans notre territoire, il y a des belles innovations, etc. En général, elles ne sont absolument pas connues des Français, mais elles sont surtout pas connues par les Européens. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Et la dernière chose, sur la question notamment du mix énergétique, c'est qu'il y a le plan de relance. Il y a un plan, pas de relance, il y a un plan de l'hydrogène qui a été lancé aujourd'hui. J'ai un problème de fond, notamment, je vois pas quelles sont les idées françaises qui viennent dans ce plan. Le vice-président en charge de l'hydrogène dit qu'il faut lancer l'hydrogène. Nous, on pousse pour que la part des transports soit présente aussi bien sur les cars que sur les bus, même sur les trains de demain, et pas faire juste un focus de la voiture hydrogène, parce que c'est un peu compliqué, même s'il va falloir y passer. Pour l'instant, je n'ai pas la position du gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire sur ce plan hydrogène, sachant que c'est très très compliqué pour moi, et je ne dois pas vous le cacher, de faire en sorte que les sujets, les idées françaises, à un moment, moi je vous avez un peu de la chance parce que je suis française, et donc moi je peux relayer en tant que présidente, donc c'est plus facile, mais parfois il faut aussi que les ministres et les gouvernements montrent que ces sujets-là soient très importants sur la table des conseils, et notamment la table des ministres, où il faudra pousser des solutions. Voilà. Je voulais juste faire un petit point. J'ai pas compris votre carte parce qu'il n'y a pas les Hauts-de-France. Et je me posais la question pourquoi il n'y a pas les Hauts-de-France. Alors, aujourd'hui, la Réunion regroupait notamment les pôles de compétitivité pour la mobilité. D'accord. Voilà, et donc vous les avez, voilà, vous les avez. D'accord. Très bien. Mais peut-être pour donc Xavier Roy qui parle, Madame la Présidente, pour enrichir effectivement l'échange avec des initiatives très concrètes qui sont portées, et vous allez avoir quelques réponses par rapport à la question de l'hydrogène sur ce qui peut être fait en France, mais peut-être passer la parole, Mathilde Ruiz, vous représentez l'Interpôle transport, enfin mobilité, pardon, à Bruxelles. Dire un petit mot, Mathilde, sur qui sont les pôles, les actions qu'ils mènent en concertation. Ce qui est vraiment intéressant, Madame Dely, vous l'aviez compris, les clusters, c'est évidemment des lieux de concertation et de co-construction. Et là, on est dans un intercluster
dont la volonté, c'est évidemment non seulement de donner du poids, mais de s'inscrire pleinement dans ces initiatives européennes. Et Mathilde, je vous propose de dire un mot peut-être pour rentrer très concrètement dans le sujet. Ah oui, bien sûr. Bonjour Madame la Présidente, merci pour cet échange et je vous remercie à nouveau aussi pour votre disponibilité. Donc, je m'appelle Mathilde Ruiz, je suis correspondante Europe à Bruxelles pour l'Interpol Mobilité. Donc, pour ma part, je vais vous présenter rapidement notre Interpol Mobilité français. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pardon, Mathilde, Madame Dely, vous avez dû recevoir dans vos mails les slides. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre en même temps, si c'est bon pour vous. Oui, je les ai sous les yeux. Bon, génial. Mathilde, à vous. Parfait. Donc, nous sommes composés de 4 pôles de compétitivité mobilité, que vous pouvez voir sur la carte, à savoir donc CARA sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ID4CA pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, Moveo pour les régions Île-de-France et les Normandies, et le pôle véhicule du futur pour la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Nous sommes donc présents sur 8 régions françaises sous la feuille de route nationale toujours de la plateforme automobile et mobilité française, la PFA. Donc, nos plus de 1400 membres sont des PME, donc 65% de PME, des grands groupes, des centres de recherche, des universités et aussi des collectivités locales. Nous les accompagnons dans leurs projets de recherche et de développement sur le territoire, mais aussi à l'international. Et donc, nous représentons à peu près 70% des emplois et du chiffre d'affaires de la mobilité française grâce à ces 4 pôles. Nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur à travers nos membres, des constructeurs aux équipementiers, en passant aussi par les plateformes de test. Et l'objectif est vraiment de les faire travailler ensemble afin de parvenir à des projets pertinents et qui correspondent aux besoins et aux attentes de chaque territoire. Et donc ça, c'est les retours que peuvent faire les collectivités qui sont très importants. Donc l'initiative, elle regroupe les 4 pôles depuis 2017. Et donc depuis cette date-là, c'est plus de 1500 projets qui ont été accompagnés au niveau régional et national. 95 projets européens qui ont été financés pour nos pôles de compétitivité ou pour nos membres. Et nous avons réalisé plus de 40 missions à l'international afin de permettre aux membres de rencontrer des partenaires de travail à l'échelle européenne. Donc, avec tous ces membres, on a une véritable connaissance de l'écosystème français de la mobilité. On a à cœur de promouvoir celui-ci afin qu'il puisse trouver des débouchés et travailler de manière collaborative. Donc, cette collaboration entre les 4 pôles, elle est très importante et elle apparaît un peu comme une évidence, du coup, à l'échelle européenne. Et c'est pourquoi elle a été concrétisée par la création de l'entité French Mobility, qui est présente à Bruxelles et donc qui regroupe les 4 pôles. Et donc, sur la slide suivante, vous pouvez voir, du coup, les axes forts qui regroupent des actions au national et européen, au niveau national et européen en matière de recherche et développement. Donc d'abord la promotion des startups et des PME sur le territoire au niveau national et européen, par exemple avec des organisations de sessions de pitch pour les startups et les PME. Comme indiqué, donc on développe aussi des missions à l'international pour créer du lien, des synergies, propulser les membres afin qu'ils puissent réaliser leurs projets. Ensuite, il y a une véritable collaboration aussi au sein d'un réseau européen commun, donc toujours entre les 4 pôles, avec l'interface et l'antenne de Bruxelles. Donc, il y a une présence commune aux événements européens, une présence commune pour des rencontres avec les acteurs européens, comme aujourd'hui par exemple, et un décryptage des possibilités au niveau européen afin de permettre à tous les membres d'avoir des informations un peu décryptées et vulgarisées sur les opportunités au niveau européen. Et concernant les partenariats publics européens dont parlait Mathilde Cadic tout à l'heure, nous influençons aussi directement la construction de ces futurs PPP, le PPP 2.0 ou SICAM, et on collabore aussi avec des partenaires pour suivre d'autres PPP comme le partenariat public européen batterie ou hydrogène. Et ensuite, on a aussi une participation commune à des consultations européennes, comme il y a pu y en avoir une sur le Green Deal il y a quelques semaines, quelques jours. Donc, notre action, ensuite, elle se décline autour d'axes thématiques dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est sur la slide après. On a des axes prioritaires qui sont très clairs, qui nous permettent de travailler donc, sur la mobilité électrique autour des piles, des batteries, des moteurs électriques. La mobilité hydrogène aussi, qui est l'une de nos priorités en lien pour nous avec le plan national hydrogène. On a aussi un travail très important qui est fait au niveau de la recherche et développement sur le recyclage et les analyses des cycles de vie,
avec une attention particulière pour les véhicules électriques, justement, afin d'offrir véritablement une solution durable pour les usagers et pas seulement prendre en compte la partie utilisation. Les mobilités douces et l'intermodalité sont aussi une thématique clé pour les membres des pôles. La mobilité connectée aussi, bien sûr, parce qu'elle permet aussi d'aborder la question de la sécurité des usagers et de répondre à certains besoins. Et enfin, nous investissons aussi sur l'accompagnement de projets pour des véhicules de livraison qui sont plus propres avec des énergies comme le biogaz ou les biocarburants. Et donc, justement, vous parliez tout à l'heure du prix européen des startups de la mobilité, dont vous êtes l'une des présidentes, la coprésidente. Et donc, nous sommes très fiers de pouvoir compter parmi nos membres des startups prometteuses et qui sont récompensées chaque année, soit dans le top 10, soit dans le top 50. Donc, vous les avez sur la slide d'après. Donc, en 2019, en 2020, on a eu des startups qui ont été récompensées. Donc, pour nous, elles sont vraiment l'avenir de la mobilité propre. Et c'est grâce à leurs innovations qu'on peut avancer sur ces questions-là. Donc, elles nous permettent vraiment de travailler sur la mobilité de proximité avec CityScoot, la problématique de la livraison pour le dernier kilomètre avec des startups comme Cariole, la mobilité partagée avec Zouv ou encore la cybersécurité avec l'IoT BZH. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un écosystème qui est très important. Donc on voulait vraiment vous faire passer ce message-là, qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour avoir des retours d'expérience. Tous nos membres ont une expertise très précise sur leur domaine de compétences. Voilà, c'était un peu le message qu'on souhaitait vous faire passer. Je vous remercie pour votre attention et la parole sera ensuite pour Anne-Marie Pérez pour Cap Énergie. Merci beaucoup pour cet exposé et j'ai bien entendu l'ensemble de vos activités. Alors je suis la créatrice, la fondatrice du prix. Et je suis la présidente du prix européen dont vous comptez et la part notamment des startups françaises dans le prix. C'est bien parce que les Français sont toujours au top. Il y a le plus de startups françaises, tant mieux. Et d'où ça peut décliner sur la French Mobility en France. C'est très bien. Maintenant, la véritable question, vous pointez du doigt et vous avez raison. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Pardon. Vous m'entendez là? Oui, pardon. Oui, Anne-Marie, on vous entend. Bonjour, dans Cap Énergie, nous, comme notre nom l'indique, nous sommes... Un instant, Anne-Marie. Madame Dely faisait un retour. Je n'entends pas. Vous n'entendez pas, Madame Dely? Si, je vous entends, moi. Je vous entends. Ouais. Allez-y, vous vouliez réagir, Madame Dely? Oui, non, mais je redisais juste que sur le prix européen des startups, je ne suis pas la cofondatrice. C'est moi qui le crée. Donc, je suis la fondatrice et je suis la présidente du European Startup Prize for Mobility. Et la French Mobility est un peu le volet français, et que je connais bien, la French Mobility. Ce qui est important dans ce prix, c'est aussi promouvoir les startups françaises. Et c'est bien parce qu'elles sont toujours au top, notamment dans le dépôt des dossiers. Et en général, elles remportent ce fameux prix qui n'est pas un diplôme, c'est pas un chèque, c'est un réel déploiement de ces startups au niveau européen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pointez, et qui est un vrai grand sujet, parce que vous parlez tout à l'heure des batteries, etc., c'est la recherche et l'innovation. Nous n'avons pas, au niveau européen, un fonds dédié à la recherche et l'innovation dans le domaine notamment de la mobilité. Parce que tout à l'heure, pardon, vous m'avez dit, on a toute une série en Europe de questionnements, notamment sur ce qu'on appellera des carburants alternatifs. Les carburants alternatifs, moi je ne suis pas, alors je suis écolo, mais je ne suis pas pour qu'on revienne à l'huile de palme qui est interdite aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on réfléchisse sur d'autres choses. Et ensuite, ces secteurs et ces innovations d'écosystèmes nous permettent aussi de redéfinir, c'est ça qui est très très important, les nouveaux souhaits et les attentes des citoyens, parce que la mobilité a complètement changé et a explosé. Regardez ce qui se passe après le Covid, tout le monde est à vélo. C'est quand même dingue que dans toutes les villes, on a des millions de personnes maintenant à vélo. Vous voyez, ça, et quand vous achetez un vélo, vous restez sur votre vélo et vous n'y sortez plus, vous n'allez plus reprendre votre voiture, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que tous ces écosystèmes nous apprennent aussi à nous adapter à la demande des citoyens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être très, très prégnant parce que le rôle des régions et des villes
demain vont être les moteurs aussi de cette nouvelle innovation, tout simplement parce que les comportements changent et les usages vont complètement bouger. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de votre présentation et je espère qu'on aura l'occasion de se voir à Bruxelles. Voilà. Merci pour cette réaction. Je pense qu'effectivement, et là, je fais juste Xavier Roy, pardon, qui vous parle. Je fais la transition pendant que Anne-Marie se reconnecte. Anne-Marie Pérez, qui est la directrice générale du pôle Cap Énergie et qui va vous parler d'hydrogène dans les transports. Toutes mes excuses, mais je n'entends pas certaines interventions. Donc, Cap Énergie, comme les autres pôles de compétitivité dont nous venons de parler, est un pôle qui aide les entreprises à développer leurs projets d'innovation dans le domaine de l'énergie. Et nous avons la particularité de porter pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un projet qui s'appelle FlexGrid, qui travaille sur les flexibilités dans le domaine des énergies. Et dans ce cadre-là, nous avons des cas d'usage dédiés à la smart mobilité, avec des appels à projets spécifiques de la région sud pour aider notamment l'implantation des bornes de recharge d'une part, intelligentes, en lien avec des énergies renouvelables, également des stations de recharge pour préparer la montée en puissance des véhicules à hydrogène. Nous avons dans ce cadre-là créé il y a 2 ans un colloque européen dédié à la mobilité, mais sous l'angle de ses impacts dans le domaine de l'énergie et notamment des questions des bornes de recharge des véhicules électriques, mais plus globalement, on a élargi également à la mobilité maritime, fluviale et on commence à réfléchir sur la mobilité aérienne. Dans le cadre des projets que nous accompagnons, nous avons aussi lancé un club pour permettre à l'ensemble des parties prenantes qui agissent pour développer cette mobilité électrique d'apprendre ensemble plus rapidement, parce que ce que nous disent nos partenaires, qu'ils soient dans des entreprises ou bien dans des collectivités locales, c'est qu'ils sont un peu perdus et qu'ils ont besoin d'avoir des repères, d'avoir de la compréhension d'une part, et puis d'autre part, ce club permet d'échanger des bonnes pratiques par rapport à des initiatives qui sont prises, soit par des territoires, soit par des entreprises. Donc dans le slide suivant, on voit que nous aussi, nous avons créé une alliance des pôles de l'énergie qui travaillent sur le territoire français, avec les pôles digitaux, puisque pour mettre de l'intelligence dans ces recharges, dans ce pilotage, on fait de plus en plus appel aux compétences du digital. Et via le pôle Moveo, on fait ce lien avec l'Interpôle de la mobilité. Donc voilà, en fait, ces questions de mobilité, il faut les traiter en parallèle avec les infrastructures. Ça paraît trivial en le disant, mais c'est vraiment important de le souligner, puisqu'il y a encore beaucoup d'acteurs pour qui la question de comment je vais pouvoir recharger mon véhicule, à quel rythme, à quel endroit, etc., constitue un des freins, c'est pas le seul, mais un des freins au fait de passer du thermique à l'électrique. Donc voilà, l'idée là aussi, c'est de partager les projets, partager les connaissances et ensemble être meilleurs pour aller se positionner sur des projets européens. Et le dernier point que je voulais citer, c'est que sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons un projet que nous accompagnons qui a été soutenu par l'ADEME, qui est constitué de constructeurs automobiles français, d'opérateurs de bornes de véhicules, de recharge de véhicules électriques, du distributeur Enedis, pour travailler ensemble à préparer finalement les solutions qui vont permettre d'accueillir cette augmentation massive des véhicules électriques et donc des besoins de recharge qui seront associés. Voilà, donc nous travaillons de façon très étroite avec les pôles de la mobilité, les pôles de la logistique également,
puisque sur la région, nous avons la chance d'avoir le grand port maritime de Marseille. Et il est bien sûr concerné par la décarbonation de la mobilité maritime, mais aussi de toute la logistique qui est drainée par le port, et donc nous travaillons aussi sur cet aspect-là. Donc je vais passer la parole à Novalogue. Merci Anne-Marie. Alors il y a eu une petite intervention, pardon Anne-Marie, Karima Deli a été coupée et s'est reconnectée, donc elle a quand même entendu. Mais j'ai bien entendu voilà, l'essentiel. Vous avez raison de pointer le phénomène de l'énergie. L'énergie, c'est quand même le défi du 21e siècle. Lorsqu'on parlera de mobilité électrique, vous avez parlé notamment des infrastructures. On ne peut pas parler de mobilité et d'énergie si on ne parle pas des infrastructures. Ça, c'est un vrai gros point sur lequel, en Europe, il y a eu une annonce d'équiper en Europe partout le chiffre de 1 million de bornes. Le problème que nous avons, c'est quel type de bornes pour faire quoi. On ne fait pas des bornes n'importe où, n'importe comment. Sachant que la priorité, j'espère, ce seront notamment ce qu'on a les urbains. Une voiture électrique, elle est entre guillemets rentable, elle est dans son cycle de vie à partir de 50 000 km. Il faut rouler beaucoup, hein, vous voyez. C'est le problème des gilets jaunes. Et c'est par exemple dans le périurbain où on aurait besoin de bornes électriques. Je crois pas qu'au centre de Paris, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous déplacer. Alors, des voitures électriques juste en autopartage, alors que ça fait pas 50 000 km par an, ça devient compliqué. Et ensuite, il va falloir voir tous les équipements d'infrastructure qui demandent demain. Les stations essence, par exemple, n'existeront plus. Hein. D'ici 20 ans, c'est terminé. On va sortir du diesel, on va sortir de l'essence. Tout ça, il faut réadapter. Et ça veut dire concrètement, il faut aller chercher les points de recharge où c'est nécessaire. Et un des secteurs sur lequel là, l'attention est mise, c'est vraiment sur les ports, parce qu'il va falloir équiper les ports aussi bien en hydrogène qu'en électrique. Donc la question, souvent on croit que c'est vrai que c'est un peu technique l'énergie, mais ça demande aussi de revoir ce qu'il y a derrière, tous les réseaux de distribution, de production, etc. Donc vous voyez, c'est un sujet passionnant, mais qui demande vraiment du courage politique. Est-ce qu'on va en avoir? Je l'espère. Voilà. Et derrière, effectivement, c'est Paul. Il y a également Jérôme Verny de Novalogue qui, évidemment, est très impliqué sur toutes ces problématiques d'infrastructures et de chaînes d'approvisionnement. Jérôme, est-ce que vous voulez dire un mot pour présenter Novalogue rapidement et vos initiatives? Merci Xavier, bonjour Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, parce que je reviendrai plus en détail après, et pour vous présenter Novalogue, qui est un pôle de compétitivité logistique, et ce que vous venez de dire Madame la Présidente, c'est effectivement notre rôle. La logistique, c'est le liant dans tout cet écosystème entre des modes de transport innovants. Eh bien, il faut mettre en place des organisations, il faut qu'il y ait des infrastructures qui soient adaptées, et donc il faut suivre aussi l'évolution du comportement, notamment du consommateur. La mobilité change. Et donc, Novalogue, son travail, c'est de soutenir la recherche, le développement, l'innovation sur ces questions logistiques et de supply chain au sens large, tout mode de transport confondu. Et il y a une approche, alors vous avez peut-être le PowerPoint sous les yeux, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, vous avez 4 petits logos qui vous montrent rapidement, qui vous donnent l'exemple de quelques résultats que nous avons, mais je vais pas tous les développer dans le détail, mais l'exemple de la compétitivité, la logistique aujourd'hui, c'est essentiel dans l'activité économique comme moteur d'une entreprise pour se différencier. Et puis, on est aussi là pour faire évoluer l'approche vis-à-vis des modèles économiques. Par exemple, le rapport à la voiture. Dans les années à venir, progressivement, l'achat d'une voiture, la propriété d'une voiture va évoluer. On aura plus en plus de car sharing où vous irez chez votre concessionnaire et vous achèterez un forfait kilométrique. Je sais pas, vous faites 20 000 km par an. L'objectif, c'est peut-être d'en faire 15 000, mais bon, vous achetez 20 000 km par an. Très bien. Eh bien, vous faites du quotidien domicile-travail avec un véhicule électrique, peut-être en autopartage. Et puis le week-end, quand vous voulez aller à la plage à Berck-sur-Mer, eh bien, vous allez peut-être emprunter un véhicule familial pour emmener votre famille. Et donc, tout cela sera inclus dans votre prestation. Donc, la logistique, c'est finalement tout ce qui va tourner autour de ces évolutions des modèles économiques, comment les mettre en place concrètement. Et donc, j'y reviendrai après plus en détail.
Ouais, merci. Je laisse la parole à mon collègue du pôle de compétitivité Moveo, Marc. Ouais. Merci pour faire la transition, Xavier Roy qui parle. L'idée dans ce premier temps d'échange, et pardon pour le léger retard qu'on a pris, Madame la Présidente, on voulait vous présenter les acteurs et le niveau de contribution qu'ils pouvaient avoir. L'idée maintenant, dans la demi-heure et peut-être un tout petit peu plus si votre agenda le permet, c'est de pouvoir rentrer dans des projets très concrets, et notamment à travers l'intervention de Marc Charlet, qui est le directeur général du pôle Moveo, vous parlez de nouveaux services de mobilité et de solutions pour réduire l'empreinte environnementale des transports. Marc, est-ce que je peux te passer la parole? Bonjour à tous, merci Xavier, bonjour Madame la députée, merci de nous accorder ce temps. Donc en effet, on vous a présenté la force des pôles de compétitivité français que vous connaissez déjà, notre présence sur le territoire. On souhaitait vous montrer comment ces pôles se mobilisaient pour accompagner le Green Deal. Et on a décidé de prendre deux axes qui nous sont pour nous essentiels et sur lesquels on développe des projets. Un premier axe qui est en effet les nouveaux services de mobilité que je vais vous présenter. Et ensuite, Jérôme reviendra pour vous présenter l'axe logistique. Donc, je vous ai mis quelques petites photos sur ce premier slide qui représente un panel, pas exhaustif, mais d'exemples de projets que nous accompagnons, à la fois sur du covoiturage, sur de l'autopartage, mais aussi sur du vélo-partage, sur de la mobilité à la demande avec navette autonome, sur des nouveaux modes de livraison, avec par exemple des droïdes de livraison, sur des systèmes de trottinettes partagées, etc., etc. Donc tout ça, c'est des projets qu'on suit, qu'on accompagne pour une mobilité plus propre, plus partagée et plus inclusive, qui est vraiment notre façon de voir, grâce au collaboratif, qui est un mot-clé des pôles de compétitivité, et grâce aussi à l'innovation. On souhaite contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale de l'environnement. C'est ce qui guide tous nos projets. Alors, comment concrètement on contribue? Slide suivant, s'il vous plaît. On contribue parce que les pôles de compétitivité fédèrent des écosystèmes et comme vous le voyez, on travaille en interfilière avec les gens de l'énergie, de la logistique, mais aussi parfois de l'aéronautique et du numérique pour répondre à ces enjeux de la réduction du carbone dans la mobilité. Qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est la raison d'être des pôles, c'est on génère des projets d'innovation. Donc on accompagne tous ces porteurs de projets, on les oriente vers les meilleurs outils, dispositifs de financement, que ce soit au niveau régional, national, mais aussi de plus en plus européen, notamment dans le cadre de l'instrument PME et maintenant du nouvel instrument qui permet d'accompagner ces projets au niveau européen. On accompagne aussi toutes les startups de cette mobilité, celles que je vous ai présentées juste avant, celles qui font partie de votre jury également, pour les aider dans leur stratégie d'innovation, dans leur stratégie d'accès au business et dans leur levée de fonds. Vous l'avez souligné, mais c'est aussi dans notre ADN, on implique de plus en plus les villes, les collectivités locales dans nos projets d'innovation. Donc, on les embarque dès le départ dans les projets d'innovation pour qu'elles puissent faire remonter leurs besoins et puis qu'elles puissent aussi servir de territoire d'expérimentation de ces mobilités. On l'a indiqué à la fois sur la partie batterie, mais aussi sur la partie hydrogène, sur la partie véhicule autonome ou infrastructure de recharge que vous avez souligné tout à l'heure. Et un point qu'on n'a pas forcément encore souligné, mais qui est aussi très important pour nous, c'est qu'on accompagne aussi l'évolution des besoins en compétences et en emploi. Pour accompagner cette mutation vers les nouvelles mobilités, il nous faut former dès aujourd'hui les compétences dont on aura besoin demain, et c'est un des axes sur lesquels nous travaillons. Voilà, de manière un peu rapide, comment on contribue à ce Green Deal sur la partie nouvelles solutions de mobilité. Et si on passe au slide suivant, on vous a mis un petit peu une liste qui, pour nous, ce sont les besoins qui nous permettraient d'y parvenir, en tout cas d'accélérer. Je suis heureux d'entendre dans ce que vous avez indiqué déjà des éléments de réponse. On parle bien sûr de besoin d'aider au déploiement d'infrastructures, d'accélérer les politiques d'urbanisme et de mobilité et de réglementation. On a parlé aussi d'évolution des usagers. On voit bien que on doit suivre cette évolution des comportements et même les orienter
en mettant des solutions de mobilité abordables, sûres, flexibles et agiles à disposition des utilisateurs de mobilité dans leur mobilité au quotidien. On souhaite aussi, bien sûr, continuer à accompagner ces startups et voir comment on peut donner une impulsion encore supplémentaire et faire en sorte que l'Europe soit reconnue comme le territoire d'excellence de développement de ces nouvelles mobilités grâce aux startups. Un point aussi, sur lequel on a besoin de votre soutien, c'est comment est-ce qu'on peut aider aussi à répliquer les bonnes solutions dans tous les pays de l'Union. On a de super exemples de solutions de mobilité qui fonctionnent à Madrid, à Berlin ou à Paris. Comment est-ce qu'on les réplique dans d'autres villes pour qu'elles puissent être déployées au niveau européen? L'implication des villes, bien sûr, comment est-ce qu'on les implique encore plus? Et puis, comment est-ce qu'on définit ensemble les nouveaux business models? C'est bien ça aujourd'hui le point dur de ces nouvelles solutions de mobilité, et je suis certain que vous l'avez identifié. Toutes ces solutions de mobilité innovantes, aujourd'hui, sont encore à la recherche de leur business model, et il nous faut continuer à expérimenter, il faut continuer à les accompagner de manière à ce qu'elles puissent trouver la pérennité dans leur modèle. Voilà pour ma part, et donc, comme le disait Xavier, je propose maintenant de laisser un temps d'échange pour qu'on puisse interagir sur tous ces éléments. Merci. Merci à vous. Est-ce que Madame Dely, vous souhaiteriez, alors, et notamment par rapport aux perches que Marc tend sur les besoins qu'il peut avoir aujourd'hui, ce que vous avez compris, c'est que ces pôles, ces clusters ont cette capacité d'écoute de leur territoire en tant que réseaux territoriaux. Et d'ailleurs, je m'en permets un petit clin d'œil, vous évoquiez l'explosion du vélo dans nos villes. On voit en Occitanie comme en Auvergne-Rhône-Alpes des clusters autour du vélo qui émergent de la fabrication et pour leurs usages sous toutes les formes. Donc il y a cette adaptabilité qui est très forte dans ces clusters. Par contre, comme Marc l'évoquait, un certain nombre de besoins qui s'expriment, qu'il a synthétisé là dans son dernier propos. Est-ce que ça vous inspire quelques réactions? Oui, totalement. D'abord, je tiens à vous dire, vous êtes sur la bonne feuille. On rentre totalement dans le Green Deal, mais surtout dans l'avenir de la mobilité. Donc ça, c'est très bien. Vous avez raison de dire, on va passer demain d'une mobilité qui sera individuelle à une mobilité partagée. Dans vos slides, vous avez tout compris. En plus, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus sur l'inclusif. L'inclusif est très difficile parce qu'aujourd'hui, bien qu'en France, il y a 10 millions de personnes qui ne bougent plus. Il y a beaucoup, 10 millions de personnes. Parce qu'elles ne sont pas desservies par les transports, parce qu'elles habitent dans des coins et des territoires très reculés, ou parce que c'est trop cher. Et pourtant, elles vont en avoir besoin, parce que le choc social et économique de l'après-Covid, je peux vous le dire, même pour aller chercher du travail, il va falloir se déplacer. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc, vous êtes sur la bonne... Moi, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Après, il y a des vrais... vous le dites, où il y a des vraies solutions. Là, vous avez des exemples très concrets. Maintenant, c'est comment on fait émerger ces solutions. Déjà, moi, je trouve que, par exemple, sur le débat sur lequel on a aujourd'hui français, je trouve qu'on fait trop un focus, parce qu'il y a Renault, parce qu'il y a l'aviation, tous ces secteurs-là, certes, ce sont des secteurs d'activité qu'il faut aider, bien entendu. Mais on ne regarde jamais le côté positif en France, de ce qui marche, et ce qu'il faudrait mettre en évidence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment une nouvelle image de vos innovations. Donc, il faut venir à l'Europe, Il faut venir, il faut présenter vos projets, il faut vraiment montrer à quel point, oui, c'est là où tout se fait. Quand on parlait du vélo, c'est vrai que partout en Europe, c'était pas le vélo, mais la première chose qui, moi, me manque, par exemple, et je suis très triste, mais on n'a pas de constructeur de vélo en France. C'est peut-être bête ce que je dis, mais nos vélos ne sont pas faits en France. Donc, il y a peut-être aussi, à nous, quand on voit justement, parce que moi j'adore le cargo vélo, etc., notamment pour ma valise qui vient de Bruxelles, ça m'arrange bien. Je trouve que ça, c'est une vraie politique industrielle. Donc, aussi les clusters, et ce que vous êtes en train de créer, c'est comment on fait demain des nouvelles politiques industrielles sur les politiques du vélo, par exemple.
Vous voyez? Moi, je suis très triste de me dire à chaque fois, il n'y a pas de constructeur de vélo, donc je peux même pas donner une marque parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, sur un point sur lequel vous avez totalement raison d'appuyer les choses, c'est les usages. Bien sûr, ils évoluent, mais il faut que les villes s'impliquent beaucoup plus davantage. Et donc, il faut trouver des lieux, aussi bien dans les régions que dans les villes, où les porteurs et les acteurs d'innovation prennent leur place. Par exemple, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle tous les 6 mois, ils ont la bourse au projet. Moi, j'ai demandé au gouvernement de faire ça dans les régions, que tous les 6 mois, on ouvre les conseils régionaux là en France et qu'on ait des investisseurs, des collectivités, des innovateurs, tout le monde ensemble pour pouvoir justement faire émerger des projets. Ça n'existe pas en France. Et là, c'est un drame. Pourquoi? Parce qu'il y a des financements européens. Tout à l'heure, quelqu'un a dit des Horizon 2020, là, on va avoir un plan de relance. S'il n'y a pas ce lien, comment voulez-vous que des acteurs des territoires comme vous puissent demain aller chercher des financements européens qui sont en plus d'un montage financier franchement très très difficile à avoir, alors que on devrait avoir déjà des structures qui permettent d'avoir de l'ingénierie financière, qui vous permettent de très vite monter les dossiers pour pouvoir rentrer dans ces budgets-là. Vous voyez? Ça, c'est ce genre d'idée qu'il faut qu'on travaille ensemble pour que justement ça facilite les choses, je pense. Et ensuite, oui, non, mais je vous donne des pistes de travail pour vous. C'est pas que vous travaillez, hein, je dis pas que vous travaillez pas, mais c'est parce que moi, je le vois au niveau des autres pays, comment ils fonctionnent. C'est pour ça que la part des financements, à chaque fois, ils sont les premiers parce qu'ils ont anticipé. Alors que nous, et vous-même, vous n'avez pas d'ingénierie financière. Vous allez faire des clusters français qui seront présents, certes, à Bruxelles, et tant mieux, mais il faut un pôle de cluster, un pôle d'ingénierie financière. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir tout seul, même si dans les régions, il y a vraiment des gens qui travaillent sur les dossiers européens et qui sont passionnés et qui le font. Mais c'est pas partout et c'est très difficile pour les acteurs de juste comprendre dans quel programme je peux m'insérer. Vous voyez, parce qu'il y a tellement de programmes et c'est difficile. Alors ça, l'ingénierie financière, vous en avez besoin. Ensuite, comment on fait pour créer des nouveaux modèles, des nouveaux business modèles de demain? Je crois que ça, on est en train de le voir un peu partout, c'est qu'il n'y a pas de business model si justement on n'en parle pas. Et quand vous regardez l'innovation, quand vous regardez les nouveaux modèles aujourd'hui dans la mobilité active, tout se crée et tout se défait. Mais en même temps, on a des leaders étrangers qui viennent bousculer notre marché. Je prends par exemple Uber à chaque fois, qui peuvent casser par exemple tout des business models de start-up françaises. Alors qu'ils sont pas du tout dans les clous. Hein. Vous savez, c'est pas des. Et pourtant, ils vont faire en sorte. Moi, je crois qu'il faut vraiment aussi encadrer de ce qu'on appelle l'économie collaborative, de l'économie de plateforme. Si on avait déjà un cadre des deux, vous allez voir que ça changerait la donne et que nos startups seraient beaucoup plus avantagées que des gros mastodontes comme des Uber qui font n'importe quoi. Voilà. Vous voyez? Très bien. Marc, et par rapport à ces remarques, est-ce que tu veux réagir par rapport aux attentes? Alors, pardon, oui, tu es encore avec nous, Marc. Oui, je suis encore avec vous. Merci, parce que ça me permet d'approfondir et de dire qu'on est tout à fait en phase. Hein. Sur la politique industrielle, on n'a pas insisté, mais c'est bien notre objectif de faire en sorte que les innovations qu'on porte, on puisse trouver l'industrialisation de ces innovations sur le territoire européen. Et ça fait partie aussi de l'ADN de tous nos projets. On regrette, comme vous, que beaucoup de produits, même ceux issus de ces innovations de start-up pour les nouvelles mobilités, ne soient pas aujourd'hui manufacturés en Europe. Et je crois que l'Europe a aussi un rôle à jouer pour favoriser l'implantation de cette industrie des nouvelles mobilités. Sur l'ingénierie financière… Je suis totalement d'accord avec vous, il n'y a qu'une chose à faire. Hein. Il nous faut une taxe carbone aux frontières. Et ça, moi, j'y tiens vraiment. Parce que ça nous permet de voir réellement que tout ce qui se passe dans l'écosystème européen, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus inclusif, etc. Hein. Mais maintenant, est-ce qu'on va avoir le courage politique de le mettre en œuvre? J'aimerais tellement vous dire oui. Mais en même temps, moi, la taxe, par exemple, je vous donne un exemple, la taxe des transactions financières, j'avais même pas 12 ans qu'on en parlait déjà. Maintenant, je suis plus vieille. Mais ça fait des années qu'on en parle. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut un rapport de force. C'est que vous avez des
Et ensuite, il faut les protéger, vos innovations. Parce qu'il y a des copier-coller aussi de bons sujets en Europe se font très vite copier aux États-Unis, en Chine, tout ce que vous voulez. Hein. Et ça aussi, on a le droit de protéger aussi nos industries. Pour les protéger, il faut aussi les faire grandir, mais créer un cadre qui les protège pour pas que demain des gros mastodontes puissent vous voler le marché. Si je peux parler. Et donc sur la partie ingénierie financière, merci. Sur la partie ingénierie financière, on y travaille. On dote nos équipes de plus en plus au sein des pôles et clusters français de compétences en ingénierie financière pour les projets européens. Donc, et on a des. C'est là où j'ai un problème, moi. Vous savez, là j'ai un problème de fond avec vous. Parce qu'avant, les financements européens, c'était les SGAR. Donc, c'était des financements avec la préfecture, etc. Et on avait des super administrateurs et administratrices qui géraient très bien ça. Finalement, maintenant, on a dit que ça allait être dans les régions. Dans les régions, on n'a pas doté de personnel. Pour moi, les financements européens, ça devrait être un service public de gens qui viennent aider les acteurs du terrain pour monter des projets. Si chacun d'entre vous doit créer sa propre ingénierie financière, c'est économiquement pas viable parce que tout le monde ne pourra pas le faire. Ensuite, il faut mutualiser. Si l'État pouvait justement mettre en place ce que moi j'appelle, et que j'appelle de mes voeux depuis 10 ans quand même, une structure dans chaque région pour doter d'ingénierie financière sur de montage de projets, ça irait mieux. Et je sais très bien que le boulot que font les régions, notamment lorsqu'elles siègent à Bruxelles, parce qu'ils ont des bureaux, mais franchement, ce sont des administrateurs et des administratrices qui sont pas assez dotés. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. La région Rhône-Alpes, vous avez combien de représentants, combien de conseillers à Bruxelles? Ils sont 2 ou 3. Ils sont pas 15. Vous voyez, par région, il faudrait au moins une quinzaine de personnes. À chaque fois, il faut les doter, il faut faire rayonner nos régions. Et là aussi, je le dis tous les ans au gouvernement, quelle que soit l'étiquette, doter de personnel pour pouvoir vous aider, parce que c'est quand même dingue que des petites startups ou même des PME doivent chercher quelqu'un qui s'occupe des financiers européens. Alors déjà, il va mettre 6 mois, voire 1 an pour comprendre la mécanique, et ensuite, ça va être très difficile, vous voyez. Mais on travaille très bien avec EEN normalement, avec toutes les régions européennes. On se consolide, on mutualise, hein, donc vous inquiétez pas sur ce point-là. Oui, je sais bien, mais moi je pense qu'il faudrait plus de personnes comme ça. Encore plus. Il ne faut pas qu'elles soient juste à Bruxelles, il faut aussi qu'elles soient dans les régions. Et dans chaque région, on devrait avoir un bureau, et parce que je sais que les gens à Bruxelles font le boulot, quoi. Ils font le boulot, et en plus de ça, je pense que des fois, ils croulent sous les demandes, et ils ne peuvent pas tout gérer, les pauvres. Complètement, Xavier Roy qui parle. Oh, pardon, Marc, tu veux réagir? Oui, non, juste un dernier point. Donc, je trouve, en effet, les échanges sont très riches et il y a plein de bonnes idées qu'il faut qu'on partage. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre forum, de la transformation de l'industrie automobile. À travers cette transformation, j'imagine que vous avez en tête aussi les nouvelles mobilités. Comment fait-on pour contribuer à ce forum? Qui sont les participants aujourd'hui? Est-ce que nous, Cluster, si on se mutualise, on pourrait contribuer également? Alors, dans le forum, il y a les constructeurs automobiles, il y a les sous-traitants, il y a les équipementiers, il y a les ONG environnementales, il y a les syndicats, il y a les gens de la prospective qui vont nous faire l'état des lieux, les diagnostics de qu'est-ce qu'ont besoin les entreprises, qu'est-ce qu'ont besoin les territoires, parce que si on ferme demain une usine dans un territoire, je parle par exemple, moi je connais très bien, c'est les Hauts-de-France, je peux vous dire ça va faire très mal. Et c'est pour ça que je comprends pas qu'il n'y a pas de politique industrielle en France. C'est pas mon rôle de le faire, hein. Je sais pas, mais je le fais parce que là il y a urgence. Ah oui, je sais, hein, je parle un peu cash, mais parce que le temps nous est compté. Hein. Je suis désolée d'être un peu cash, mais je vais pas changer. Moi, je pense que le temps n'est pas à des sparadraps. Le temps est vraiment de l'action à long terme. Et lorsqu'on n'a pas de politique industrielle, là, on commence à avoir un vrai problème, parce que comment je regarde les Allemands et quand je regarde les autres pays, ils sont sur des politiques industrielles que nous, on n'arrive pas à mettre en œuvre. On fait que de la rustine pour l'instant. Alors, là, il y a une perspective qui nous donne vraiment ce que nous appelons ce que va devenir la mobilité là, dans 5, 10 ans, etc. Donc, il ne faut pas non plus aller dans la mobilité qui ne servira pas à quelque chose demain. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, et ça m'aiderait beaucoup,
dans le forum, on a des réunions tous les 15 jours sur des thématiques bien précises. Par exemple, on nous dit qu'il faut faire des voitures électriques. Alors c'est très bien, mais il y a déjà 40 millions, par exemple, de voitures en France. Est-ce qu'on peut pas juste reconvertir des voitures diesel ou essence en électrique? On sait le faire, par exemple, ça. Pourquoi on monte pas cette industrie? Au lieu de reconstruire à chaque fois des bagnoles, les gens, en plus, ils vont pas forcément racheter une nouvelle voiture parce que l'électrique, pour l'instant, c'est très cher. Donc, est-ce qu'on peut pas inventer autre chose? Donc, il y a plein de petits groupes de travail. Tous les 15 jours, on travaille à fond sur une thématique. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de m'envoyer des propositions en tant que cluster France en disant, Madame Tiki, vous êtes en train de travailler sur la transformation. Voilà les idées sur lesquelles nous, on aimerait travailler. Et comme ça, par exemple, lors d'une réunion, je ne sais pas, sur l'économie circulaire pour revoir l'ensemble du cycle de vie d'une voiture, vous avez telle et telle proposition, je vous invite, vous allez venir avec des experts, vous pouvez être auditionné, vous allez avoir un quart d'heure pour exposer vos propositions, vous pouvez avoir des startups qui ont fait des choses intéressantes, etc. Vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Très bien. Alors, il faut une bonne connexion, c'est juste ça. Ouais, voilà. Avec vous, on l'a, donc on prend la commande et puis on revient vers vous avec quelques idées. Pour terminer cet échange, on voulait aussi vous témoigner d'autres actions très très concrètes autour de la logistique. Et c'est donc Jérôme Verny qui a déjà pris la parole tout à l'heure pour présenter Novalog, qui va vous évoquer ces projets de logistique du dernier kilomètre à la grande échelle. Est-ce que, Jérôme, tu es avec nous, tu peux prendre la parole? Bien sûr. Alors, Madame la Présidente, pour compléter ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure en introduction, vous pouvez passer à la page suivante hein, sur le slide. La logistique est essentielle pour mettre en place la mobilité de demain. Et je pense que la logistique est donc essentielle donc dans le plan de relance européen. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une logistique qui soit vertueuse de bout en bout. Et pour cela, en fait, on a vraiment besoin de données. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de protéger des startups françaises et européennes face à des grands internationaux. Je vous donne un exemple, une startup que nous avons déjà soutenue, Everwood, qui vient de signer un partenariat avec un Allemand, Zender. Ils ont été créés en 2016 et en 2018, comme leur marché semblait intéressant, Uber est arrivé progressivement pour se dire mais moi aussi je vais venir sur ce marché de manière un petit peu différente. Donc maintenant, il convient évidemment de soutenir ce leader européen qui est Everwood by Zender, et parce qu'ils participent notamment avec leurs innovations à optimiser le remplissage des poids lourds. Donc la logistique, elle doit être vertueuse, ça c'est un point essentiel, et donc la donnée, cet accès à la donnée est essentiel. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué, que vous soyez chercheur, vous êtes un entrepreneur, vous êtes dans une start-up, vous avez besoin de cette donnée et il faut qu'elle soit partagée pour plus de traçabilité, de visibilité et réussir demain à massifier les flux. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour notamment utiliser des modes alternatifs à la route. C'est des choses qu'on dit depuis 20, 30, 40 ans à l'échelle de l'Union européenne. Hein. On voit bien ce qu'il en est. C'est intéressant ce que vous dites tout à l'heure en introduction en disant que on vise 30% du fret ferroviaire d'ici 2030. Moi, j'adorerais qu'on puisse réussir à le faire en mettant en partenariat notamment les grands acteurs qui peuvent charger des trains, qui sont notamment les ports, puisque derrière les ports, on a des volumes très conséquents et on pourra faire plus de ferroviaire. Il y a d'autres idées, notamment Xavier, pour m'introduire à l'instant, évoquait les circuits courts. On peut imaginer aussi en milieu urbain dynamiser des projets de logistique urbaine autour d'autobus qui soient partagés entre voyageurs et une partie des marchandises. Un réseau aujourd'hui urbain pourrait très bien avoir des autobus en partie remplis avec quelques rôles, quelques palettes entre guillemets sur roulettes qui permettraient d'être descendus à certains endroits en plein centre-ville pour limiter le développement des véhicules utilitaires légers en centre-ville. Donc, des sujets comme ça, il y en a beaucoup. Ils sont importants aujourd'hui, ils sont vraiment d'actualité. Et puis, la partie infrastructure aussi, elle est vraiment prégnante pour développer des transports propres, des transports doux. Ce sont des éléments qui sont aujourd'hui vraiment essentiels pour construire cette mobilité de demain. Derrière tout ça,
et on en a déjà parlé depuis le début de notre intervention, ce sont les modèles économiques. Il faut poser des modèles économiques, mais qui soient durables, des modèles économiques collaboratifs, ouverts, et ça, ce sont des points essentiels pour faire quoi? Pour tendre vers une réduction des kilomètres parcourus, pour tenter de diminuer les gaz à effet de serre, et donc, notamment sur l'approche des circuits courts, réussir à optimiser la livraison des marchandises et se rapprocher rapprocher producteur du consommateur, ce sont des choses qui se font doucement, qui émergent sur l'alimentaire. Maintenant, toutes les filières ne sont pas directement l'action est difficile pour certaines filières. Donc, comment accélérer ces circuits courts? La majorité de nos produits de consommation courante sont importés. Donc, et là, on revient sur le pan de la politique industrielle qui est nécessaire à l'échelle française, mais aussi à l'échelle de l'Union européenne. Redynamisons une politique industrielle pour tenter d'avoir une plus grande autonomie. La crise que l'on vient de subir l'a mis en avant, notamment pour l'industrie pharmaceutique. Donc, la logistique, elle est vraiment essentielle pour coordonner l'ensemble de ces actions. Reste maintenant à trouver des solutions, et notamment vis-à-vis du Parlement européen. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'avoir des plateformes technologiques, de ce partage de données. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est essentiel pour améliorer la connaissance. Plus on aura de l'open data, mieux on pourra construire les politiques industrielles de demain et les politiques de transport, et c'est ce à quoi notamment le pôle de compétitivité et Novalogue œuvre. Voilà, j'ai essayé de faire court parce que le temps passe vite. Et puis, vous verrez dans les slides suivants, pardonnez-moi, Madame la Présidente, vous verrez dans les slides suivants des exemples de projets que nous avons pu porter. Et voilà, si vous voulez que je réagisse, je réagirai sur ces projets d'autoroutes électriques avec E-Way, de barges sur lesquelles on met une plateforme logistique et on va manutentionner des colis, les préparer arrivant au centre-ville lorsque la ville est dotée d'un fleuve, du camion hydrogène, et des centres de routage collaboratif, bref, c'est le traitement de la donnée. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation de votre projet. Juste pour vous dire qu'on ne fait pas de fret ferroviaire sans les ports. C'est impossible. 90% des marchandises passent par la mer. Nous avons besoin des ports. Et ça, c'est clair et net. La logistique, c'est un des maillons les plus importants, c'est les ports. Hein. Le problème que nous avons en France, c'est que les ports sont équipés de rails, de trains, sauf que rien n'a été rénové depuis 30 ans. Vous voyez? Au Havre, vous avez une ligne de train, elle n'est pas rénovée. À Dunkerque, pareil. À Marseille, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais moi j'ai été voir, je peux vous dire, il y a du travail. Sur la logistique, un des points les plus prégnants, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit une chose très très importante, c'est la localisation. Les circuits courts vont être un peu la donne de demain. Donc même rien que sur une économie comme je pense à l'agriculture, ça va exploser dans les années à venir. Il faut retravailler la logistique et je suis totalement d'accord avec vous. Donc ça veut dire qu'il faut une nouvelle politique industrielle sur votre corridor électrique pour un transport routier. Le problème de fond que nous avons dans le routier, c'est qu'on aura beau mettre des camions, même électriques ou hydrogène, ce que vous voulez. Moi, j'ai besoin de transport combiné. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien en norme pour que les caisses aillent bien sur le rail. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réellement cette industrie en France. Vous voyez? Ce qui pose un problème notamment pour ceux qui travaillent dans la logistique. Mais le plus compliqué à travailler, c'est le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est vraiment dans la mobilité urbaine, un point d'action clé pour les villes. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a l'arrivée des vélos cargo, etc. Mais c'est pas assez. Parce que, par exemple, une piste cyclable, c'est très difficile d'avoir un vélo cargo dans certaines villes. Voilà, il faut penser aussi aux infrastructures pour pouvoir après anticiper. Mais en tout cas, vous avez raison. Je pense que une des choses qu'on oublie souvent, c'est la question de la logistique. Et je suis très contente que vous abordez ces questions-là. Voilà. Merci. Il vous reste exactement 4 minutes parce qu'après, je dois filer. Voilà. On a fait le tour, en tout cas, des témoignages qui voulaient se présenter à vous. Un grand merci pour votre écoute. Ce que vous avez entendu, c'est, comme on l'avait déjà fait ensemble il y a 2 mois, c'est bien mettre en exergue pour nous
la contribution et la manière dont ces clusters, ces pôles peuvent participer aux objectifs et aux grands enjeux du Green Deal. En fait, c'est une contribution qui est variée, mais qui s'appuie bien essentiellement sur leur ADN, qui est voilà, tous ces clusters, tous ces pôles sont des réseaux territoriaux qui mixent ces acteurs économiques, entreprises, filières académiques, acteurs publics, et qui leur permet d'innover, de mutualiser et surtout, à travers tout ça, d'améliorer la compétitivité de leurs entreprises sous toutes les dimensions. On est vraiment sur l'innovation techno, mais aussi sur l'innovation usage et encore plus largement quand on évoque les problématiques de transport et on pourrait le voir aussi sur les problématiques de tourisme. On a bien entendu votre invitation à vous faire remonter des idées très, très concrètes et l'Interpol Mobilité, évidemment, le fera. Ce que vous avez entendu aussi à travers ces… Alors ça, c'est un Interpol Mobilité, mais notamment à travers l'intervention de Jérôme à la fin, sur la logistique notamment du dernier kilomètre, les interconnexions ou les connexions interfilières sont évidemment très nombreuses, avec l'agroalimentaire, sur les circuits courts, sur les locavores et autres, enfin, pas problématiques, mais autres tendances. Et ça, vraiment, c'est des choses que cette communauté accompagne. On a bien entendu aussi, et moi j'en suis très heureux, votre propos sur le besoin que nos clusters, nos pôles ont de structures support d'ingénierie financière. Je partage complètement cette idée qu'on ne peut pas être au four et au moulin, c'est-à-dire dans l'innovation et dans la gestion. Et il faut qu'on puisse s'appuyer sur des… Alors, on le développe, hein, on a des clusters qui se dotent et qui internalisent certaines fonctions de cette nature-là. Mais par contre, si on veut massivement et si on veut jouer en s'appuyant très fortement sur les outils européens que vous poussez, que vous accompagnez, voire que vous appelez de vos voeux, il faut qu'on puisse, nous, dans les territoires, avec l'appui de nos régions notamment, mais développer ces structures support d'ingénierie financière pour les innovateurs que nous réunissons dans nos clusters. On a besoin aussi, nous, de votre soutien. On sait que vous êtes dans l'attente aujourd'hui des plans de relance, enfin, des propositions des États membres pour participer au plan de relance. Évidemment, auprès de nos ministres compétents, on essaye de faire savoir toute la valeur ajoutée de cette dimension cluster pool, mais si vous-même vous y trouvez à travers ces outils que sont les clusters et les pôles un acteur important, ben on sera content d'avoir votre soutien pour faire passer l'utilité de notre contribution à ces grands enjeux de construction du monde de demain, là, qui en fait dans lequel on a déjà les deux pieds dedans, je crois. Donc allons-y pour construire ça ensemble, et sachant que l'objectif, quand on voit passer, quand on entend parler des milliards ou des millions qui se mettent à disposition pour accompagner ça, il faut qu'on arrive ensemble à les flécher sur les projets qui sont véritablement impactants, et je pense que cette communauté, comme elle vous l'a démontré, en porte un certain nombre. Voilà. Madame Dely, un très très grand merci au nom merci à vous, hein, de vraiment. tous les et n'hésitez pas à revenir vers moi, quoi que ce soit, en tout cas dans les semaines, dans les mois à venir. Je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble, et j'espère qu'on aura l'occasion, lorsque le moment sera venu, de se rencontrer dans une région, et justement de promouvoir un peu toutes les activités du cluster, parce que je pense qu'il faut aussi se rencontrer de vive voix. Voilà. Ouais, d'accord. Ben, on vous organisera bien volontiers les visites qui vont bien avec les uns et les autres, pour que vous voyez de visu leur projet innovant avec grand plaisir. Merci pour cette écoute. Bonne journée à vous tous, et merci encore pour votre temps et pour cette invitation. Au revoir. À très bientôt. Au revoir à tous.